Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? Stéphayako. J'ai le plaisir de recevoir Jubs, tatoueur de Strasbourg à l'univers psychédélique. Dans cet épisode, on a parlé de sa passion pour le tatouage depuis toujours, des bodysuits qu'il propose et de l'engagement fort que cela nécessite entre le tatoueur et son client. Alors aujourd'hui, je reçois Jubs. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. On s'était rencontrés en 2022 à la Convention de Nantes dans le cadre d'une table ronde que j'avais animée et à laquelle tu avais participé avec Tom Elysium. Voilà, ça avait été l'occasion de discuter et de cerner un peu ton engagement pour le tatouage et ton discours sans langue de bois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est l'occasion d'en reparler. Juste pour te présenter, donc tu es tatoueur depuis 16 ans et tu as désormais ton atelier privé Fatal Shrink à Strasbourg. Ouais. Et tu as développé un style très reconnaissable, souvent coloré avec des motifs répétitifs. On en parlera tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on parle particulièrement de l'évolution de ton travail à travers les bodysuits, si ça te convient. Ouais. Trop cool, ça me va très bien. Alors, avant d'aborder ce sujet, je voudrais qu'on discute un petit peu de ta relation au tatouage. Avec ma première question rituelle du podcast, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Alors, pour moi, la définition du tatouage, déjà, c'est la vie, parce que c'est ma vie. De toute façon, quand on me voit, si je suis tatoué partout, c'est parce que j'adore ça. Donc, j'aime être tatoué, j'aime tatouer les gens. Et je pense que c'est tout le tatouage, c'est une manière de s'affirmer. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me diront que c'est pas ça, mais pour moi, se faire tatouer, c'est être différent des autres. C'est se démarquer pour la simple et bonne raison que déjà dans toutes les tribus, depuis la nuit des temps, en général, ça a une signification, c'est-à-dire qu'on passe des règles ou alors des castes ou alors n'importe quoi sociaux. Donc du coup, les gens se démarquent par rapport à ça. Donc nous, dans notre société, on le fait aussi pour être différent. Moi, c'est vrai qu'avec la gueule tatouée, c'est soit je vais avoir des regards qui sont interrogateurs et ça, c'est cool. Ça me fera dire ces gens-là, ça les intéresse. Et puis ceux qui feront la gueule ou alors qui jugeront, je me dis ça me fait une barrière naturelle aux cons et donc aux gens avec qui j'ai pas forcément besoin de m'entendre ou de discuter. Donc je pense que c'est vraiment pour moi, en tout cas moi personne tatouée, ce que ça définit, c'est une espèce de carapace, une petite armure quoi, qui fait de moi ça laisse personne indifférent. Ouais, c'est ça. Et ça me permet en fait juste de faciliter le fait qu'avant j'étais introverti et que maintenant je suis une grosse pipette, quoi. Est-ce que tu peux me raconter ton premier tatouage? T'avais quel âge? Comment ça s'est passé? Celui que j'ai fait moi ou toi, que je me suis fait tatoué. En tant que tatoué. En tant que tatoué? Oh waouh. Alors mon premier tatou, c'est une goutte de sang avec la calligraphie. Je pense que c'est du mandarin. Oui, c'est du mandarin. De la vie, dans une goutte de sang avec un tribal autour. Donc, c'est vraiment une très très grosse faute de goût, hein, je te le garantis.
mais je l'ai fait sur les chevilles, c'était mon premier. Et c'était pour un pote, en fait, un de mes meilleurs potes qui avait malheureusement chopé le HIV. C'était un peu un tatou souvenir soutien, parce que c'était vraiment mon buddy, et j'étais jeune. Et ça me faisait chier, je me disais, je le ferai pour lui, parce que je me rappellerai toujours. Et à la fois, je sais pas, c'est un truc à la con, mais je me disais, j'étais déjà un peu en colère, alors du coup, contre la vie. Par rapport à ça, ça me faisait un petit peu genre, ouais, c'est le moment de montrer que je suis en colère. C'est pas le truc le plus tough guy que j'ai fait, mais je l'ai toujours. Et ce qui est le plus drôle, c'est que j'avais 17 ans, ouais. Ok. Je me rappelle, j'étais allé dans un shop, je te dirais le nom, ça toujours là. Ça fait des années quand même. Mais c'est rigolo parce que quand je suis allé bosser à Taïwan, je suis pas mal allé bosser à Taïwan avec mon pote Laurent Barbaba. Et quand j'étais là-bas, en fait, les mecs regardent ma jambe et me disent, mais pourquoi t'as telle recette de riz vinaigré tatouée sur la cheville, quoi. Quoi? Donc les mecs m'emmènent au resto. J'ai une photo d'ailleurs devant le resto où il y a mon tatou et l'enseigne où il y a la même calligraphie. C'est un menu taïwanais, quoi. En fait, ce qui est super drôle, c'est que je pense qu'ils ont fait, je croyais que c'était une légende, ça, que les tatoueurs ne faisaient pas ça. Mais je pense que les mecs étaient vraiment old school et que plutôt que de s'emmerder à faire traduire vraiment, ils sont allés dans le resto chinois qui était en face et ils ont repris des calligraphies à la con et qu'ils ont mis, là, ça va être l'énergie, là, ça va être la vie. Pas vrai. C'est dingue. Donc, du coup, t'imagines bien que je le garde. Tu le gardes quand même en souvenir. Là, il a 2 fois plus de valeur parce qu'en plus, le riz vinaigré en question que je suis allé manger, je la mange tout le temps quand j'y vais maintenant parce que ça tue. Et donc, voilà, chaque fois que je retourne à Taïwan, je vais dans ce resto. Maintenant, il faut l'assumer. En plus, tu peux leur dire que tu as une passion pour le riz vinaigré. Mais ils sont morts de rire parce que chaque fois que j'arrive, le premier lieu où on va manger, c'est ça. Et ils se foutent de ma gueule. C'est les potes, quand ils ont vu ça, ils ont fait waouh. Ça nous apprendra à faire des signes chinois. C'est vrai qu'il y a eu une période où c'était un peu la mode et quand on maîtrise pas la langue, on peut avoir des mauvaises surprises. Et ton dernier tatou, c'était quand? Mon dernier tatou, il est encore en cours. Je me suis fait couvrir tout le full front par Laurent, justement, par Baba Fegoro, Laurent Meina. Et on est en cours. J'ai décidé de tout recouvrir et de me faire vraiment une énorme tête de dragon japonais avec les griffes sur les jambes et tout. Ça va vraiment de ici jusqu'en bas. Et j'avais envie de subir, parce que je l'ai plutôt évidemment parlé à Nan, que je dois terminer avec elle, mais tu vois, j'allais faire et tout ça. Donc, vu que je fais beaucoup de gros projets, j'avais envie de savoir exactement, même si j'étais tatoué partout et que c'est du cover, savoir ce que c'est que des parties un peu tricky comme juste le dessous des cuisses, le génital, et d'être plein rempli. Il n'y aura pas de peau visible, donc le téton rempli, tout ça. Donc la question était je passe le cap pour comprendre ce que je fais à mes clients et évidemment adapter ma pique derrière parce que les endroits où ça fait mal, c'est potentiellement des endroits qui feront mal à mes clients. Donc, perso, je me dois, vu que j'ai eu mal, de comprendre dans quelle douleur ils sont et d'adapter peut-être ma pique pour leur faire moins mal. Donc, c'est à la fois pour toi et à la fois pour expérimenter. Exactement, ouais. C'est sûr. Je vois vraiment le truc comme du tatou à la fois qui me fait du bien parce que c'est une thérapie de rien. Et je suis content d'être recouvert fin. Surtout que je ne fais pas des mêmes choses que j'aurais fait quand j'avais 20 ans. Là, j'ai aussi un peu plus de recul. Donc j'ai fait d'autres choix. Ça ne veut pas dire que je regrette ce que j'avais avant. C'est juste que, en tant que passionné de tatou, je pense que mes goûts évoluent. Et que là, c'était l'occasion parce que c'est possible de tout couvrir en jouant avec mes bras sur lesquels je fais du tu vois, là, je fais du noir sur noir avec du blanc, enfin bref. Et c'est cool. Honnêtement, c'est cool parce que
mes clients aussi, je pense qu'ils viennent parce que je suis full tatoué. Donc, quand tu viens pour un bodysuit et que le mec en face de toi, il est full tatoué et qu'il te demande ça fait mal ici et que tu sais lui répondre, ah ouais, ça aide. Je vais pas dire que les gens pas tatoués devraient pas tatouer, mais personnellement, ça me fait un peu mal au cœur d'entendre certains clients des fois venir genre « Ah, c'était trop marrant parce que mon tatoueur qui m'a tatoué, il avait pas de tatouage. » Et là, ma première question, en règle générale, après ça, et je me suis déjà fait bâcher en disant ça plein de fois, c'est mec, ça t'a fait mal? Et là, tout de suite, ils sont là genre « Waouh, ouais, c'est pas évident. » Bah ouais, je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que le mec, là, en fait, il a pas de tatou. Donc, en fait, gérer sa main et gérer faire mal, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de gens, en fait, par exemple, si tu regardes bien, aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui pensent que je suis brutal, que je fais mal, que machin. Je l'entends tout le temps. Je vais recommencer, c'est genre, ah, mais tu peux sauter brutal. Donc, c'est vrai que quand on me dit, bah, Clups, ouais, toi, t'es brutal et tout machin, bah, je fais non, parce que si j'étais brutal, mes clients, ils reviendraient pas pendant des années faire des sessions. C'est pas foncièrement possible, je veux dire. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un truc où les gens, et même dans le milieu des tatous, certains de mes confrères, mes collègues, mes amis, tatoueurs, des fois, vont dire, ah ouais, mais toi, enfin, non, c'est juste hacké, mec. C'est-à-dire que quand tu vas bosser ailleurs dans le monde, tu vas au Japon, j'ai déjà bossé au Japon, à Taïwan, en Corée, à Hong Kong. Si aujourd'hui je fais les bodysuits, c'est en partie parce que je suis allé bosser à Taïwan aussi, parce que d'avoir mon pote Sun de Endless Tattoo envoyer des corps complets tous les jours. Je voyais que les mecs, ils étaient dans le mal qui se faisaient tatouer. Mais après, lui, quand il m'a fait ma pièce, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas brutal. C'était juste que les mecs, après 10 heures, à se blaster le flanc, ah ouais, ça fait mal en fait. On n'a rien sans rien. Et oui, c'est peut-être brutal, mais il faut aller demander au client si c'était brutal. Le client va dire, bah non, ça m'a fait mal à la fin parce que ça faisait 10 heures compliqué. Et quand j'ai vu un petit peu comme tout ça partait, d'être aussi beaucoup avec Laurent, qui était mon meilleur pote, et avec même Delphine Neustoy, quand j'allais bosser chez elle, j'avais toute cette connexion avec le monde, entre guillemets, Divine Canvas, avec tous ces gens blastés de la tête aux pieds. Ouais, ils diront tous, ah ouais, ça faisait mal. Et donc, je vais pas dire que la douleur est indispensable, parce que j'essaie de faire en sorte de l'enlever un maximum pour mes clients. Mais elle fait aussi partie du process, parce qu'elle fait partie de cette espèce de genre, je vais franchir le gap, tu vois. J'ai cette pièce parce que je l'ai méritée, j'en ai chié. Et à ce moment-là, je pense que toute ta merde que t'as en toi, tous tes problèmes et tout machin, viennent complètement genre insignifiants face à cette douleur pour certains moments. Et des fois, explose encore plus parce que t'es tellement dans le mal que tu dis, oh là, ça m'a pas fait de bien, tu vois. Mais je pense que c'est un peu, le tatou, c'est un peu à la fois la satisfaction du résultat, mais aussi un peu une thérapie du genre de l'inconstance, tu vois. Moi, aujourd'hui, je sais que, ouais, il y a des sessions, je vais finir 1 heure contre 4 heures la prochaine fois. Donc, oui, en plus, c'est irrégulier. Et j'ai lu que tu avais fait de la suspension et du piercing avant de te lancer dans le tatouage. Est-ce que c'est un univers du coup qui t'a toujours attiré? J'ai lu une interview. Eh merde. Peut-être une vieille interview, ouais. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, j'ai commencé en fait par m'intéresser au milieu de la modification corporelle en règle générale. Quand j'avais... Après mon premier tatou, j'ai rencontré Franz de Exciting Body Piercing à Besançon. Que je salue d'ailleurs. Salut mec, si t'écoutes le truc. Et en fait, qui m'a ouvert ses portes pour me former en piercing. Parce que du coup, j'avais besoin de fantaisie. Je pense que ça m'intéressait, ça m'attirait de ce côté un peu borderline. Et ça l'était encore parce que c'était il y a 20 ans, tu vois. Ça commençait à se gentrifier un peu, mais pas encore trop.
Et je me suis tout de suite retrouvé... je n'étais pas spécialement bien dans ma peau et j'avais envie... je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et en fait, quand j'ai commencé à voir des mecs qui faisaient du fakirisme, en fait, je voyais en fait le côté un peu genre bien-être, ensuite force et tout qu'il y avait derrière. Donc ouais, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai commencé à faire, j'ai fait ma première suspension. Après, j'en ai fait avec Léo Kipa et puis toute la clique des copains d'Avignon par là-bas où il y avait Body Art, il y avait tout ça. Et j'ai pas arrêté de faire de la suspension avec Franz. On a commencé à en faire un show, ça me plaisait bien. Je me suis fait de plus en plus d'amis dans le milieu. Je me suis intéressé au bud mode, donc tu vois, implants, scarification, ce que je respecte tout à fait aujourd'hui, mais qui m'intéresse un peu moins. J'en porte encore, tu vois, j'ai des petits implants dans les oreilles, j'ai des scars sur tous les flancs là. Et mais c'est moi ma cam maintenant. C'est con ce que je vais dire, mais c'était à un moment. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'extrême pour me sentir plus fort. Et je pense que maintenant, dans le tatou, j'ai trouvé exactement l'équilibre qu'il fallait. Parce que ça fait bien assez mal quand il faut. Et du coup, quand j'ai fini une session où vraiment j'en ai chié, je me dis, ouais, j'ai encore de l'énergie, j'existe encore. C'est con, hein. Il n'y a pas du tout de plaisir dans le fait de ressentir de la douleur, mais de la contrôler, c'est autre chose. Là, il y a une certaine satisfaction à se dire, ouais, si je peux contrôler ma douleur, si je peux contrôler mon corps au point de pouvoir encaisser ça, alors c'est réussi. Je voudrais qu'on passe au sujet des bodysuits. Donc, j'ai lu dans une autre interview que tu avais consacré une bonne partie du confinement à dessiner des grands formats qui ont ensuite donné lieu à des bodysuits, justement. Est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse de ces projets? Est-ce que pour toi, ça a été une occasion subie, mais une occasion de prendre du recul sur ta démarche artistique? C'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que j'ai été confronté au bodysuit le moment où Rune, Tribal Goblin, enfin les gens qui me suivent connaîtront le personnage. Ouais, c'est un personnage, c'est vraiment, c'est une personne super, juste super. Lui, qui était elle à l'époque, est venu me voir pour un full front avec un design que j'avais déjà préparé mais qu'on a dû adapter pour un full front, donc poitrine, là tout le chest plus si tu veux le ventre. Pour moi c'était un peu genre j'avais pas calculé le truc comme un bodysuit entier, loin de là. J'étais plus genre waouh, je vais faire une grosse pièce sur un front. Donc j'ai fait cette grosse pièce qui s'est rapidement changée en genre vas-y on continue. J'ai fait ouais. Et j'ai commencé à faire des compositions, ensuite on a parlé vidéo et ensuite on a parlé de tout connecter, malgré qu'il y ait des pièces qui étaient déjà là. Et aujourd'hui on recouvre tout quoi, parce que il y a pratiquement que moi qui vais être visible sur lui. Il y a quelques petites pièces encore, tu vois, par-ci par-là que j'ai pas faites, mais bon là. L'intégralité est massivement moi. Mais en fait, ça m'a un peu ouvert parce que j'étais plus dans l'idée de faire un truc un peu tordu, tu vois, pas forcément qui a l'air fini, un peu comme toute la veine que je suivais à l'époque, un peu graphique des pays de l'Est ou d'Allemagne. Dans mon idée, c'était de faire quelque chose de vachement ouvert, qui prend beaucoup d'espace et qui finalement bouffe un peu trop pour rien. Bref. Des points de vue artistiques, tu vois, et des partis pris. Mais ça a pris une autre tournure. Et après, je suis parti aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai un peu oublié de faire des grosses pièces, parce qu'à l'époque, j'avais commencé chez Norm à LA Love Letters. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il est décédé juste après. Il devait être sponsor de mon visa. Et ensuite, je suis parti sur Seattle. Et après, je revenais quand même sur LA dans le shop de CJ et de Nathalie Banila. Et là, par contre, je faisais majoritairement des petites pièces, mais je dessinais beaucoup. C'est-à-dire que je dessinais beaucoup. Je m'entraînais en fait à faire
parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse mes preuves, donc il fallait que je me crée de mon niveau de dessin. Et après, je suis retourné à Taïwan. Taïwan, je voyais les mecs, mon boss, quoi, que ce soit Allen ou alors Sun, qui balançaient des corps complets sur... en fait, vraiment, ils faisaient un shape en rouge que j'ai récupéré dans tous mes designs aujourd'hui, où ils faisaient l'intégralité du corps à taille humaine. Et donc, je les voyais sur leur grande table tracer les silhouettes de corps et commencer à sketcher dedans. Je leur disais, mais les gars, c'est pour quand ça? Ils disaient, c'est pour demain. C'est là, genre, mec, pour demain? Ok, tu te fous de ma gueule? Non, là, il y a des trucs que je vais faire en freehand majoritairement, mais il faut que mes zones de focus, parce que j'ai envie d'être sûr et de faire des trucs qui tabassent, ça, je vais faire ma tête de dragon comme ça, nanana. Et j'hallucinais, moi, je les regardais faire, tu vois, je sais dessiner, mais je suis toujours complètement surpris de voir quelqu'un dessiner. J'adore ça. Quand je vois ma meuf dessiner, je suis sur le cul. Quand je vois mes collègues dessiner, je suis sur le cul. Quand je vois ces gens-là dessiner, surtout sur un corps complet qui viennent de tracer, tu vois, t'es là, tu te dis, sans déconner, waouh. Et à force de le voir et de le voir faire tous les jours, ensuite d'en parler avec Laurent qui avait eu accès à ça, parce qu'à Divine Canvas, pareil, le vicieux à foison, qu'on en discute, en plus, Laurent m'avait aidé à faire de la composition à un moment où je m'avais posé des questions sur Tribal Gobelin, où il était là. On m'avait dit, non, tu devrais peut-être faire comme ça cartonnerait, regarde, et tout, machin, sur des trucs que j'avais déjà dessinés et qui me faisaient des suggestions de composition. Et tous ces trucs-là m'ont tellement commencé à me passionner, à me dire, ah ouais, tu peux faire ça avec le corps, en fait. Moi, mais c'est juste mortel. Pourquoi je me suis fait tatouer avant? En fait, j'aurais dû me faire tatouer un truc direct comme ça, quoi. Et en fait, entre Taïwan, les États-Unis, Taïwan, y retourner, faire tout ça, de voir pareil aux États-Unis, de rencontrer plein de gens qui faisaient des bodysuits, je suis rentré en France et paf, Covid. Et surtout, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'ai eu des petits soucis de santé à ce moment-là. J'ai des problèmes depuis des années, je trouvais pas ce que c'était, sauf que là, c'était déclaré un peu bad. Donc, je me suis retrouvé, en fait, le Covid est tombé, on m'avait dit, de toute façon, il faut que tu t'arrêtes 3 mois, là, parce qu'il faut que tu t'arrêtes. Tu travailles trop et tes problèmes physiques te permettent pas, il faut que tu te reposes. Donc, pendant 3 mois, je me suis retrouvé un peu, si tu veux, à me dire, là, je suis préparé, il faut que je dessine. La question était, je suis arrivé à me dire à Rune, Tribal Gobelin, là, on est obligé de faire une pause, Covid oblige, plus santé. Donc, il dit, écoute, c'est pas grave. Et moi, je me suis retrouvé à refaire ce que je faisais un peu aux États-Unis, c'est-à-dire dessiner toujours des petits flashs. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, j'arrête pas d'y penser, mais en fait, je vais envoyer du gros format, je vais essayer de préparer une expo. Mais vu que j'avais pas mal peint aussi, parce que c'est soit je faisais des petits flashs en dessin, soit je peignais beaucoup, j'avais envie de sortir un peu de la peinture et me rapprocher du tatou. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais faire 2-3 petits designs de bodysuit, mais des moyens. J'avais fait que dos, fesses, cuisses. J'incluais pas les bras, enfin je faisais... c'était cool, quoi, c'était léger. Et j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, vu que j'étais en Covid et que j'avais rien à foutre, ça allait vite, je suis vite arrivé à une dizaine de semaines, quoi. Et je dessinais toute la journée, quoi. Et là, je sais pas combien j'en ai à l'heure actuelle, mais je sais pas, je pense que j'en ai bien... Dernière fois à l'Expo à Lyon, il y en avait 50, je crois. Et là, par contre, c'est des grands formats. Là, j'en ai 50 vraiment grands formats qui font vraiment la taille d'un humain, quoi. Qui font 1m60 sur 56 cm. Et donc, j'en ai une soixantaine, plus des plus petits. Certains que j'expose pas parce que je les aime moins que d'autres. Certains qui sont presque finis, mais pas à mes yeux. Enfin, tu vois. Justement, sur ces bodysuits, il y a quand même pas mal de motifs très colorés, très détaillés. Il y a souvent des animaux
puis il y a un effet assez hypnotique, je trouve, et répétitif. Ouais. Souvent, dans des designs, souvent, c'est les yeux qui sont repris et qui créent une forme, enfin, une ambiance particulière. Qu'est-ce qui t'a inspiré tout cet ensemble de motifs et ce côté répétitif, justement, des yeux? Je pense que j'aurais du mal à expliquer, mais alors, il y a beaucoup de gens, quand ils voient mon travail, particulièrement en blackwork, sur les bodysuits en blackwork avec les répétitions, me parlent d'artistes comme Junji Ito, tous ces artistes un peu jap tordus. Alors c'est vrai que, en tout cas, je peux pas cacher que j'adore ça, parce qu'en plus c'est très proche de certains boulots que je fais. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que Junji Ito, j'adore, mais j'ai toujours été plus fan de Shintaro Kago. Et du coup, c'est un peu différent, mais ouais, ça fait partie de mes influences. Donc je pense que ça aussi, ça a joué sur ce parti pris de répétition et tout machin. Parce qu'en plus, j'étais dans un crew artistique avec lui il y a quelques années. Donc on s'est échangé les œuvres. J'ai des originaux de Shintaro Kago à l'atelier et tout machin. Donc c'est rigolo. Et je pense que ça a influencé parce que tous les artistes qui peignent autour de toi et qui te plaisent, loin de là de dire que tu vois, faut faire de la copie, mais en général, tu vois un peu ce qui esthétiquement te touche, quoi. Donc oui, il y a forcément des influences que j'ai récupérées de plein d'artistes que je kiffe et qui est autour de moi. À une époque, tout le monde comparait mon boulot à celui de Nichos, alors que Nichos, c'était genre après le soleil et que moi, j'étais bien en dessous du soleil, quoi. Mais ça me faisait plaisir parce qu'à la fois, et même ce qui était assez drôle, c'est que les gens croyaient venir me vexer en disant ça. J'étais putain, un mec, ouais, trop cool. Enfin, ouais, c'est un de mes artistes préférés. Et c'est vrai, je pense que je me suis inspiré de plein de ces trucs, mais loin de là, c'était de la copie parce que ce qu'il fait, c'est pour moi au-dessus de tout, quoi. Et bref, là, pour le coup, pour les répétitions, ce qui est fou aussi, c'est que c'est un peu weird de parler de ça dans un podcast, mais je pense qu'il y a aussi mes expériences un peu psychédéliques que j'ai eues dans ma vie, à LSD, avec tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me rapprocher plus d'un art psyché que d'un art qui, même si ça fout mal à l'aise ou quoi, ça reste psyché. J'ai envie qu'on ressente le côté psyché parce que quand je réfléchis à un projet dans ma tête, ça se passe comme ça, quoi. C'est psyché, quoi. Quand je rêve, quand je raconte mes rêves, je voulais faire justement un podcast sur mes rêves. On m'a conseillé déjà de le faire parce que des fois, ça part tellement en couille que... Mais c'est comme ça, je l'explique pas. J'ai des phases d'absence aussi, des fois, dans ma vie, avec mes amis, le savent. Je réfléchis à mes designs ou à mes trucs. Je suis quand même à la fois très extraverti, mais je peux être aussi super casanier et genre que dessiner, être dans mon monde, parce que je vous cache pas que dans ma tête, c'est fun quand même. Ça se passe bien. C'est comme ça que tu le retranscris et que ça donne ça, et que c'est vraiment un univers, je trouve. Ouais. Mais si tu me dis que ça a aussi inspiré par des rêves, ça m'étonne pas. Je trouve que ça colle bien. Il y a tout ça. Et puis je pense que tu sais, sans le vouloir, il y a des trucs qu'on voit dans notre vie. Enfin, je pense que il y a un animé, s'il te plaît, que j'ai vu quand j'avais 22 ans, je crois, qui s'appelle Paprika. Il y a une scène dedans, en fait, qui est complètement folle, où t'as plein de nounours partout, des trucs chelous, de la couleur, c'est super malaisant. Mais cette putain, j'ai jamais voulu la regarder parce que j'avais tellement aimé cette scène que j'étais là, genre, ne regarde pas, ça se trouve, tu vas être déçu et tout, machin. Force est de constater que je vais être obligé de le regarder parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais, putain, mais moi, je l'ai jamais vu. Et puis, tout le monde leur dit faut que tu le vois, ce film est ouf. Donc, je vais le revoir avec eux parce que, je me dis qu'il faut que je le revoie. Mais, tu vois, par exemple, cette œuvre, elle m'a marqué. Il y a des trucs de Disney qui m'ont marqué. Il y a des trucs d'horreur qui m'ont marqué. Il y a plein de trucs qui m'ont marqué, qui fait que quand je les mélange, ma tête doit être un gros shaker. Si évidemment, je fume énormément de weed aussi, ça aide pas mal pour l'inspiration parce que ça me renferme des fois un peu dans ma tête. Et c'est aussi devenu mon truc. Je bois pas d'alcool, je
Donc du coup, je fume des bédos, tout le monde me connaît comme ça. Et je dois reconnaître que c'est un truc pour l'inspiration qui me va bien. Comme le LSD l'a été, je prends finalement, je prends pas des psychédéliques tous les week-ends, hein, mais les expériences que j'ai eues, quand j'étais au States, que je suis allé en prendre dans le désert, pour voir ce que ça fait quand tu regardes le sol, le sol et après les étoiles dans le désert la nuit, en ayant pris ce truc-là. Ouais, je te promets que l'introspection, elle est incroyable parce que tu te dis, oh, alors là, je suis avec la nature. Enfin, c'est nimp, tu vois, c'est un truc de putain de hippie et je suis content d'être comme ça parce qu'il n'y a rien de négatif dans tout ce que je vais dire. Mis à part, ne consommez pas de produits illicites ou stupéfiants, c'est mauvais pour la santé, mais voilà, j'ai eu ces expériences-là et ça m'a un peu, chamboulé parce que, je pense que j'étais déjà un peu chamboulé. Et ce qui est cool, la raison vraiment pour laquelle aujourd'hui je dessine tout ça, ça c'est juste une petite miette parce qu'après c'est les clients, quoi. Oui, c'est un mix en fait des demandes et de ton imagination. Et justement, c'est cette expo avec tous ces bodysuits, elle a été exposée, elle est renouvelée régulièrement. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va pouvoir où est-ce c'est possible de la voir ou... Alors là, j'ai là, elle va partir un petit peu aux États-Unis. Elle va tourner quelques temps. Là, faut que je vois avec ma boss parce que je bosse la moitié du temps à Seattle, à Hilton Head. Donc, je partage mon temps entre la France et là-bas. Et là, je suis un petit peu fatigué, donc j'y vais un petit peu moins parce que tu imagines bien avec le décalage horaire, c'est dur. Mais je reste, tu vois, sur des gros moments, et à la fois j'ai tous mes potes là-bas, mes collègues de boulot quoi, qui gèrent pour moi quand les expos elles doivent tourner, mais là elle devrait partir à Seattle, rester dans 2 galeries là-bas et après partir un petit peu à travers les États-Unis sur quelques conventions. Donc ça c'est cool. Après moi je suis censé la récupérer vers septembre-octobre je crois. Et ensuite, là, pour l'instant, j'ai pas booké grand-chose parce que je savais pas trop comment allait être la vie prochainement. Et je me concentrais sur d'autres choses, je t'avouerai. Donc, je continue de produire des bodysuits, là, mais j'en ai tellement en cours et tellement qui se rebookent que je travaille sur ces projets-là majoritairement parce que là, j'ai envie en tout cas, dans mon tatou, parce que là, j'ai quand même upgradé pas mal mon dessin. J'aimerais bien upgrader un peu mon tatou parce que des fois, peut-être que techniquement, je pourrais prendre un peu plus de temps ou alors améliorer les choses. Et là, j'ai vu justement que dernièrement sur Seattle, j'ai essayé plein de trucs et ça a fonctionné sur les bodysuits que j'ai là-bas, que j'ai retranscrit récemment là sur la France et ça va encore plus vite aussi. Et c'est plus doux pour mes clients. Donc, du coup, je me reconcentre un peu plus sur la phase tatou que j'avais pas mis de côté, hein, ça faisait partie du truc, mais où je consacrais un peu moins de mon énergie profonde, quoi. Là, je suis plus à me questionner sur la technique tatou que sur la technique dessin. L'expo, je l'avais mise de côté, et là, en fait, il y a quelques semaines, il y a l'organisatrice du Tattoo Fest à Cracovie qui m'a demandé pour l'avoir pour la prochaine édition et que je fasse en gros que je vienne avec le shop et que je fasse l'affiche. Enfin, je suis super flatté parce que le Tattoo Fest, c'est un peu la convention qui m'a donné envie de faire du tatou. Et puis j'ai été dans TFB Crew avec eux. Enfin, j'ai connu tous ces gens comme Grand Design, que ça soit Timon Lichenko, Kiana Todrick, tous ces références, les et tous ces gars-là. Peter Bobek, qui était ma référence. Toutes ces références pour moi, j'ai pu les rencontrer. On est devenus, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs amis, mais on est devenus copains. On a fait du guest ensemble plein de fois, on a fait des fêtes. Et là, de me retrouver à moi, être le gars qu'on invite, tu vois, pour faire l'expo de la convention et tout machin, ça a été cool. C'est une super réussite. Je suis super flatté, quoi. Ça fait plaisir. Donc, normalement, dessus, en tout cas, je pourrais pas refuser, ça sera booké pour donc pas ce juin-là, mais la prochaine édition à Cracovie. Là, j'aurai vraiment une très grosse expo et qui devrait peut-être garder sur la galerie Cult Tattoo Fest derrière.
Bon, j'espère que j'aurai l'occasion de l'avoir en France aussi. Alors là, c'est vrai que je l'ai pas, j'ai pas cherché à l'évoquer et il y a pas grand monde qui m'a demandé. Après, je te cache pas que on n'est pas à l'abri, tu vois, que j'ai une petite convention ou un truc. Et puis, en général, je leur propose s'ils la veulent. Tu vois, pour Lyon, par exemple, une factory, ils m'avaient demandé, tu vois, j'étais super flatté. C'était un truc de dingue. Une factory, un niveau de malade, j'ai eu que des bons retours. Tous les gens sont venus me voir en me disant que c'était ouf. Mais surtout, tu vois, quand t'as des tatoueurs pareils que t'admires, les mecs qui font des trucs depuis toujours que je suis, tu vois, qui viennent te voir et qui te font waouh. C'est cool de voir ça sur papier. Il y a plus personne qui fait ça sur papier. Tout le monde fait de l'iPad et tout machin. Et je t'avouerais que moi, ouais, je suis content d'entendre ça. Ça fait plaisir, c'est de la reconnaissance de ses pairs, quoi. Ouais, puis t'as les vieux qui viennent te dire ça, puis t'as les plus jeunes qui viennent, qui font ouais, du coup, ça t'a coûté cher de le printer, puis t'es là, mais sérieux là. Tu fais tout de suite la différence un petit peu et l'évolution un peu du monde du tatou. Et je crois que, peut-être parce que je commence à faire partie des vieux, je préfère rester dans le papier. Même si j'utilise de temps en temps l'iPad, c'est très rare. Je suis plus efficace, si tu veux, à dessiner sur papier. Mais bon, à la fois, quand je fais des stickers, tout ça, on commence à me dire, mec, on du temps à le faire sur ton iPad. Oui, ça peut être. Je commence à le faire, complémentaire aussi. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais qu'on développe un peu plus l'expérience que tu as vécue avec un client avec qui tu fais un bodysuit incroyable en noir et gris. Donc c'est Rune, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Quel était le projet initial ? Le projet initial, c'était un design que j'avais fait. Déjà, Rune était client à Contraceptique à l'époque où, avec mon ex-femme, on avait un magasin Contraceptique. Et était client en piercing, enfin client pour le coup à l'époque. Et du coup, il venait très régulièrement pour se faire des piercings. Je pense qu'il aimait le shop, il aimait l'atmosphère du truc, il aimait mon taf aussi. Et puis un jour, il a craqué sur un design vraiment motif d'une nana, en fait, repliée sur elle-même, avec une tête de maison, avec tout le dessus qui fume, avec des usines et tout machin, un truc un peu genre on a la tête dans la société, quoi. Et c'était un design, je sais pas, coup de cœur, tu vois. Un qui l'exclut, il dit ouais, est-ce que c'est possible de le faire et tout machin. Alors moi je dis ouais, grave, tu m'étonnes que c'est possible. ça va aller foncer. Donc on a commencé une première session et c'était une machine. On a fait 6 heures sur chest, poitrine, ventre, easy. 6 heures sur le front, faut encaisser quand même. Ouais, carrément, ouais. Mais elle me disait, non, tu fais pas spécialement mal, ça se passe bien et tout machin. Donc j'étais content, rebelote, une session, 6-7 heures, ça va tranquille. Une autre session, ça va tranquille. Et donc, à force d'avancer sur le design, je me suis dit, il va peut-être falloir penser aux connexions, parce que là, en fait, c'est un peu weird vers ici, machin, oui, t'as quelque chose là. Donc, on a commencé à extendre un petit peu le projet, jusqu'à arriver à se dire, c'est con, parce que le bas, c'est pas assez fermé, donc on va en rajouter. Et là est arrivé, j'avais fait, je sais pas comment ça s'est passé. Je sais plus du tout si je lui avais dessiné le dos parce qu'il me l'avait demandé ou si j'avais fait un dessin random comme ça. Oui, c'est un dessin random, je crois, de base. Et pareil, coup de cœur. Je le veux dans le dos et on connecte avec le front. Je me dis, putain, trop bien. Donc je lui ai dit, par contre, je suis désolé, mais un design comme ça, oui, la taille, si on le réduit, ça va pas être terrible, donc il faut prendre les fesses avec. Donc on prend les fesses avec, plus l'arrière de la cuisse. Puis ensuite, on va sur l'avant des cuisses. Ça a été tout un cheminement, en fait, qui n'était pas prévu vraiment pour être un total bodysuit. Et entre-temps, lui qui a eu plein d'événements dans sa vie, mais ça, je pense que faut aller sur son... Honnêtement, il faut aller sur sa page parce qu'il raconte beaucoup notre histoire et tout son process.
Je pense que c'est mieux venant de sa bouche, même si moi je l'ai vécu autrement, tout ce qu'il a enduré. Mais bref, il y a eu plein d'histoires dans sa vie, comme tout le monde, en gros, mais plus ou moins rigolotes. Il a eu un peu le syndrome du tatou, c'est ma vision des choses. Le syndrome du tatou un peu contestataire, c'est-à-dire je vais me blaster la gueule, je vais être différent. Et je suis en colère. Je suis triste et en colère, donc il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément très positifs, tu vois. Mais qui lui représentaient bien, parce que c'était sa personnalité. Quand je vais y arriver, c'est Rune, quoi. C'est mon pote, quoi. Il est comme ça, quoi. Et je l'ai vu passer des moods, tu vois, interchangeants, qui interchangeaient aussi avec le tatou, parce que ça lui faisait... La majeure partie du temps, ça lui faisait du bien, en tout cas quand on était en session tous les deux. Je pense qu'il y a une confiance qui s'est instaurée, tu vois, un truc, quoi. On est potes, je sais quand il a mal, je sais exactement quand il ment, qu'il a pas mal. S'il me dit j'ai mal, je le sais. Je sais comment essayer de lui faire encaisser un peu plus parce que je vais lui raconter de la merde. Je sais quand je lui raconte ces merdes que là c'est pas le jour parce qu'il s'encaisse pas, mais merde, il est trop même pas drôle du tout. Mais comment vous avez collaboré? Du coup, c'est vraiment une communication au long cours, à chaque fois, de réadaptation de nouveaux projets, de savoir comment les connecter entre eux. En fait, ce qui est complètement con, c'est que ça fait maintenant, je pense, 7-8 ans qu'on est sur son corps. Parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu tout ça, parce qu'il y a eu aussi des pauses, parce que lui, il avait des opérations chirurgicales. Donc, ouais, les trucs qu'on a fait au début sur lui, et il le sait lui-même, que moi je le sais, je les envisagerais pas du tout de la même manière aujourd'hui. Aujourd'hui, si je compose un bodysuit, avec la personne, je l'oriente pour un process de bodysuit. C'est-à-dire, attention, là on est parti, on peut changer tout ce que tu veux, mais sur la ligne conductrice, c'est-à-dire qu'on a un truc qui passe au milieu du flanc où on peut avoir ceci ou cela. Si on change ça et que tu te fais une pièce que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre qui est en dehors du bodysuit, ça va cracher toute la dynamique, tu vois. C'est-à-dire, j'essaie, en règle générale, de savoir si la personne veut complètement un bodysuit, c'est-à-dire qu'une seule et même pièce, ou si c'est, entre guillemets, ce que j'appellerais aujourd'hui un bodysuit open, où t'as, j'ai quand même envie de me faire cette pièce par ce gars-là et tout, machin, tu crois qu'on peut calculer tel espace et tout, machin, ouais, grave, mais faut que je le sache. Parce que toute la dynamique d'un design sur un corps peut être modifiée pour juste ça, quoi. Avec Rune, on n'a pas fonctionné comme ça, mais c'est quand même une réussite aujourd'hui parce que, je suis fier de tout ce qu'on a abattu. Peut-être que des gens diront l'inverse parce que, ils diront, ça c'est l'ancien job, machin. Et puis, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde et l'important, c'est que lui, comme moi, soit satisfait. Et que majoritairement, lui soit satisfait. Mais je dis que moi aussi, je sois satisfait parce que, j'imagine même pas être le client face à ton tatoueur et que tu dises, tu te regardes dans la glace en tant que client, tu fais, putain, moi je trouve que ça te défonce. Et puis tu regardes ton tatoueur, puis tu dis, et toi, qui te répond, c'est pas terrible. Là, tu te dis, mec, qu'est-ce que je fais avec ce gars-là? Donc non, je suis content parce que évidemment, si aujourd'hui je devais faire un backup sur tout ce qu'on a fait, Rune le sait, c'est que il y a des choses, je les envisagerais autrement. Je les aurais pas tatoués de la même manière, techniquement, je les aurais pas fait de la même manière. Parce que c'était progressif aussi, c'était pas un bodysuit à penser dès le début. Il y a 10 ans, disons, il y a 12 ans, j'avais pas la même technique qu'aujourd'hui. Donc, les pièces qu'on a fait il y a 12 ans, elles sont pas les mêmes que... Donc, c'est... Ouais. Donc, du coup, on retouche, on relisse, on upgrade le projet. C'est la première fois, vraiment, je trouve que je suis dans une démarche, et je remercie Rune, mais je le remercierai à tout jamais pour ça, parce que c'est un peu sa pièce, c'est une des pièces de ma carrière. Voire, je pourrais dire la pièce, parce que
on est parti pour lui faire le plein faciès, quoi. Enfin, c'est déjà fait, mais on va dire qu'il y aura plus de peau visible à part les lèvres. C'est impressionnant. J'ai longtemps hésité à le faire. Il le sait. Parce que j'avais peur. Enfin, j'ai été élevé au Fricks comme Stalking Cat, comme Enigma, comme Lizardman, qui pour certains sont encore en vie, mais d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas assumé, quoi. Bref, on sait que c'était parce qu'ils n'assumaient pas, quoi. Et j'avais peur pour une, parce que je me disais, c'est pas évident. Mais bon, tout le monde me disait, tu sais, il a déjà des trucs sur le visage, mais là, on va le transformer, quoi. Ça va devenir. Ouais, c'est une autre étape. Entité, quoi. Ça va être le mec. Là, on nous parle des gens les plus tatoués de France. Non, je suis désolé, il va être le gars le plus tatoué de France. Il n'y aura pas un pène de peau visible. Mais clairement, parce que là, tous les interstices de peau qu'il a visibles de noir et gris, on est en train de les remplir avec écrit couleur. Et c'est un fort engagement entre vous deux. Ça doit aussi créer une relation assez forte. Ouais, à tel point que je dois bien le saouler des fois avec mon caractère que j'ai. Comme lui, des fois, il me saoule parce que il va aller trop vite ou machin, et que j'essaie d'expliquer que non, c'est devenu pour lui une thérapie, une drogue, au même titre que moi le tatouage. Je sais que j'en plaisante souvent. Je ne sais pas si j'ai plaisanté de ça avec lui, probablement, parce que j'aurais aucune raison de m'en cacher. Mais je pense qu'on n'arrêtera jamais de le tatouer. En tout cas, si ça arrive le jour où j'arrête de le tatouer, moi, ça va me faire chier. Même si on fait des pauses souvent, même si... Ça te manquera. Ouais, comme lui, ça me manquera, parce que je sens que là, aujourd'hui, en fait, le process qui s'est passé pour son visage, j'ai eu vraiment très peur. J'en ai parlé à Marion de Bout-de-Charbon, ma chérie, plein de fois, à lui dire tu crois que est-ce que ça va le faire? J'ai peur, machin. J'avais vraiment peur, quoi. Enfin, t'attaques la gueule de quelqu'un. Alors déjà, techniquement, j'ai fait beaucoup de gueule parce que, pareil, plein de gens qui m'ont reproché en me disant ouais, tu te rends compte que c'est massif, machin. Je suis pas le gars qui décide en fait ce que doivent faire les gens de leur corps, quoi. Que j'accepte un projet parce que le gars me demande ça et qu'il me dit ouais, je l'assumerai et que je sais qu'il assumera. Enfin, je veux dire, je suis blasté sur toute la gueule qui je suis pour arriver vers un mec et lui dire tu veux te faire tatouer la tronche? Bah ouais, je viens de me faire tatouer par toi parce que t'as la tronche tatouée, tu sais ce que c'est. Et lui dire non, je fais pas la tronche, tu te rends compte comment tu vas faire pour trouver un travail plus grand. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui ont balancé, à un moment, quelques petites rumeurs, mais ça n'a pas marché. Parce que je suis intègre. J'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens autour de moi, les tatoueurs ou quoi que ce soit. Ce qui m'importe, c'est ce que pensent les clients. Et justement, avec toutes les années que vous avez passées ensemble, tu as pu voir d'un motif de base au corps entier et le visage inclus, tu as pu voir son image se modifier et sa perception de lui-même aussi se modifier par la même occasion. Ouais. Ce qui est ouf, et c'est pas mal, parce que je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, en tout cas dans mes conversations avec beaucoup de gens. Mais on sait tous que t'as plusieurs types de gens qui viennent se faire tatouer avec plusieurs styles, avec plusieurs envies. Moi, personnellement, si tu regardes tout ce que je porte, il n'y a rien de négatif. J'ai rien qui pourrait paraître négatif. Rien. Parce que j'aime pas ça. J'en dessine des trucs super négatifs. Mais de là à emporter, non, j'ai rien de négatif. J'ai des animaux, j'ai un dragon qui est pas censé représenter la violence ou quoi que ce soit. J'ai Christopher Walken et Steve Buscemi qui fument des joints dans le dos, dans des pieds de weed, il n'y a rien de négatif. J'ai Ender derrière mon mollet, rien de négatif. Tu vois ce que je veux dire? Et après, t'as des gens qui vont venir et qui vont te voir, qui vont dire ah ouais, mais tu sais quoi, ce que je voudrais, moi, c'est le démon sur tout le bras, avec, tu vois, en fait, un mec pendu au-dessus. Ensuite, je voudrais un dragon qui dégueule,
des démons ensanglantés, tout machin, tout là. Tu fais ok, très bien. Tu arrives à te faire un schéma de qu'est-ce que veulent retranscrire les gens. Là, tu vois qu'ils veulent choquer, il y en a qui sont vraiment evil dans leur vie, qui écoutent plein de black metal, qui le soir prient le diable. Comme t'en as d'autres qui vont se faire du manga et des trucs beaucoup plus cutie parce que eux, le soir, ils vont prier plus Pikachu que le démon, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Chacun voit midi à sa porte. Aujourd'hui, on a un grand courant qui est vraiment basé sur la violence. Et je pense que si la violence aujourd'hui elle marche, c'est parce que autour de nous, il y a quand même beaucoup de violence. Donc, c'est aussi une manière de se rendre plus tough guy, je pense, ou pas, ou juste parce que t'aimes ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce qui veut dire que Rune, moi, je l'ai vu évoluer dans le sens où je vais pas dire que c'était quelqu'un de gothique ou quoi que ce soit, parce que tout le background d'éducation de fille qu'a eu Rune, qui ont fait la personnalité qu'il est devenu. Ensuite, on est parti sur des trucs. Tous les deux, moi, j'écoute de la musique super chelou qui est, pour le coup, là, jamais positive, pratiquement. On se retrouvait dans ces ambiances-là, à poser ses designs. Je sentais qu'il était quelqu'un qui voulait un petit peu afficher des côtés sombres, mais qui derrière était vraiment... J'aime bien ces gens-là, parce que tu sais, t'es obligé un peu de chercher derrière. Qu'est-ce qui va pas? Et quand tu découvres la personne, tu te dis, putain, c'est une personne incroyable, et qui essaie de transparaître un peu de violence en face, tu vois, pour je sais pas pour quelle raison, que ce soit pour protection ou alors parce que c'est comme ça. Donc Rune est rapidement arrivé au point de se tatouer le visage. Quand tu me demandais ce que j'en pensais, j'étais là, c'est cool, parce que tu as des pièces sur la gueule, c'est assumé, c'est machin, c'était violent, fléau d'armes, un gant, une tête de pendu. C'est quelque chose. Et tout le monde était là, c'est abusé et tout. Je dis, non, c'est pas abusé, c'est lui. Ouais, c'est violent. Quand on me demandait, tu trouves pas ça violent? Si, mais... Voilà. Enfin, les punks à l'époque, dans les années 80, quand ils les voyaient passer, tu vois, quand ils avaient une crête comme ça, c'était pas forcément le truc le plus gentil du monde. En tout cas, ça avait pas cette symbolique-là. Enfin, on s'en foutait, quoi. J'étais genre, les gars... Vous savez, il y a des gars des gangs partout en Amérique du Sud ou en Amérique centrale qui ont des trucs sur la gueule qui ne transparaissent pas du tout de la violence, et pourtant les mecs ils t'arrachent la tête, quoi. Donc moi je voyais Rune évoluer et tout machin, et c'était pas tout le temps de la positive attitude. Parfois c'était super cool, comme tout le monde un peu, mais avec les moments de down ont été très down, je pense. Et là, du moment qu'on a commencé la gueule, moi déjà j'ai essayé de décomplexer le fait qu'on lui fasse toute la gueule dans ma tête, parce que je t'avouerais que c'était quand même un peu la violence pour moi. Vraiment, pour la première fois, vraiment, j'avais envie de dire, j'ai eu cette conversation vraiment genre sérieuse avec mon pote. Elle regardait genre, t'es sûr, hein? Enfin, je veux dire, je te finis pas la gueule, et 6 mois après, tu te tires une balle parce que je veux pas être responsable. Et je lui ai dit, mais non. Non, justement, j'en ai marre de mes pièces sur la gueule, j'ai envie de changer ça, j'ai envie d'avancer, le projet est ouf. Enfin, je sens que pour lui, le tatou est une thérapie. Alors là, en plus, ça prenait encore plus son sens parce que, il y a un réel changement. C'est-à-dire que quand tu tatoues la gueule, il faut accepter ta gueule. Et le truc le plus ouf, c'est quand on a commencé, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment une session top. Il y avait tout le monde à l'atelier, il y avait Clem Sombre-Jour, il y avait Laurent qui était là, en plus Laurent Meyla qui est petit, qui était là. J'avais mes 2 frangins qui étaient avec moi, c'est-à-dire Clem Sombre-Jour et Laurent. Et après, il y a Pierre qui est arrivé, qui est mon 3e frangin, et il y avait Théo aussi, l'apprenti. Donc, il y avait tous les gens que j'aimais autour de moi, excepté ma chérie qui était loin, mais au moins elle prenait des nouvelles par téléphone. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais entouré de bonnes personnes. Et tout le monde, direct, quand on a fini la première séance, tout le monde m'a dit, putain, mais ça va déchirer. C'est super osé, c'est super ouf, ça va déchirer, c'est du cover. Et Rune, en fait, on a fait 2 jours d'affilée à ce moment-là. Il pensait qu'on allait finir toute la gueule en 2 jours. Je savais que ça ne serait pas le cas, mais je ne pouvais pas lui dire que ça serait le cas. Bref, c'était compliqué. J'ai essayé de lui expliquer, mais il était là genre, on va tout faire pour. Non,
ça. Bref, en tout cas, on a fort avancé très rapidement. Et très rapidement, j'ai vu un changement de son attitude. Là, en ce moment, il est super positif. Et je suis pas le seul à le dire. C'est-à-dire que Clem Sombrejo, mon collègue, il le voit depuis très longtemps. Pierre, pareil. Les deux m'ont dit, putain, il est rayonnant. Quand on le voit arriver, là, il se passe un truc. Il est trop bien. Et moi qui le connais bien, je peux que reconnaître que, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien, parce que c'était quelqu'un d'agréable avant. Hein. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est encore plus bien. Ouais, Et ça fait trop j'apprécie parce plaisir. que, ouais, ça fait trop plaisir. Et là, je sens clairement, au vu de ses demandes pour que je lui débloque des rendez-vous et qu'on se voit, au vu qu'il me suit un peu partout en convention parce qu'il kiffe, je sens que tu vois, il est bien, quoi. Avec son mec, ils sont venus plein de fois, tu vois, au shop, lui, il filmait, tout, machin. T'avais aussi ce côté-là où il demandait à son mec, tu vois, genre, qu'est-ce que t'en penses et tout. Puis, en fait, je savais très bien que tu peux pas l'empêcher, Rune, de faire ce qu'il veut. Mais que t'as ce côté, je trouve, il a récupéré cet aplomb, cette positivité qu'il avait peut-être un peu perdu à une époque, quoi. Ouais, Donc, ça fait du bien. permet de voir aussi un peu l'impact que ce tatouage de bodysuit a eu sur lui. Et Carrément, ouais. pour conclure, je voudrais que tu me dises, est-ce que tu penses que justement les bodysuits vont davantage se développer dans les années à venir? Bien sûr, ça existait depuis très longtemps, et notamment dans le tatouage japonais, mais est-ce que tu penses que c'est une pratique qui va se développer? Alors, je pourrais pas dire. J'ai envie de te dire oui parce que il y a de plus en plus de gens qui sont connectés au tatou. C'est-à-dire que ça s'est démocratisé, on peut pas le reconnaître. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens sur le marché. Mais aussi, alors dans ce cas-là, je te dirais oui, il va y en avoir plus parce que les gens investissent plus d'argent dans le tatou. Le tatou est devenu beaucoup plus cher aussi qu'avant. Déjà que c'était cher, mais là, c'est devenu encore plus cher parce que je vois autour de moi certains artistes qui font des prix qui sont pas les miens, qui sont plus élevés. Et les gens y vont les yeux fermés parce que c'est des bons tatoueurs et tout machin. Donc, tu sens qu'il y a les gens sont amenés à mettre plus d'argent dans le tatou, ce qui veut dire que bodysuit, ça coûte plus d'argent parce que c'est sur la longueur. Moi, je fais des prix que je dois laisser abordables à mes clients, même si c'est cher, parce que je vais les voir pendant des années, pour certains. Donc, du coup, je peux pas me permettre de les éclater niveau prix, parce que sinon, ils perdraient de patience. Même si je suis super rapide, je peux pas leur demander de venir toutes les 2 semaines. Si je leur demande genre 1000 balles par session, quoi, tu vois, ça ne marchera pas. Bien sûr, ouais. Ou alors, il faut que tes clients soient riches. Il y en a, hein, mais non. Et puis même, j'ai payé mes tatous pour la plupart, même si je les ai tous recouverts aujourd'hui, pour la plupart aussi. Donc, je sais ce que ça coûte. Et je sais que, ouais, pour un petit mec comme moi à l'époque, qui était en formation piercing, qui en même temps faisait des études et bossait à Monoprix, je me serrais quand même pas mal la ceinture pour payer mes tatous. Donc, j'essaie de voir, mais ce qui se passe, c'est que je me rends compte que là, si les gens sont plus à même de se faire tatouer, ils sont plus à même de mettre un peu plus d'argent, même si les temps sont durs à l'heure actuelle et que ça a encore tendance à peut-être changer, je dirais oui, mais dans un autre sens, la consommation tatou est devenue tellement chelou que les gens veulent tout maintenant, tout de suite. Et je vois beaucoup de gens qui vont, même s'ils vont se faire des très très belles pièces, qui consomment le tatou comme s'acheter un jean. C'est-à-dire, là j'ai la thune, il faut que ça soit maintenant. T'es là, non, faut peut-être en parler. Alors, non, c'est maintenant. Ok. Je veux patate, hein. Si, ça, moi je suis pas ton père, je suis pas ta mère. De toute façon, si je refuse, tu vas aller chez le premier convenu, tu vas faire. Il le fera. Donc, et après, tu vas revenir parce que tu seras allé voir un blaireau. Tu vas dire, tu peux me recouvrir. Puis moi, je dirais, putain, t'aurais dû aller voir un bon tatoueur direct. Non, merde, c'est moi qui ai refusé. Là. Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la consommation du tatou a changé. Moi, mes collègues sont encore surpris de voir comment
j'arrive l'idée, c'est que j'arrive à convaincre mes clients de faire plus gros parfois, plus... Mais je sais pas si j'arrive à les convaincre, en fait. On est juste en train de discuter avec mes clients. Je sais pas si c'est... Peut-être, ouais, ça serait les convaincre, mais je les pousse pas, si tu veux. Non, mais c'est de la confiance. Hein. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, quoi, je vous garantis que je fais toujours des petites pièces et que j'ai envie de continuer d'en faire parce qu'il y a des gens qui croient que j'en sais plus et que je vais les refuser. Mais non, j'adore le tatou en tout genre. J'ai envie le message à passer, c'est que tu ne fais pas que des bodysuits. Non, je cache pas que c'est aujourd'hui, c'est clair que c'est 80 à 90% de ma clientèle. Mais ouais, enfin, je continue de faire des petits trucs et je pense que comme les gens se feront une idée par rapport au podcast, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et du coup, quand ils viennent pour parler de leur projet, je prends du temps pour eux parce que je peux pas m'en empêcher. C'est de faire notre truc vite, c'est pas vite. Donc je pense que ça appuie mes collègues. En fait, eux, ils ont l'impression que je fais, qu'entre guillemets, je ferais du charme et que je pousserais la consommation, mais non, je parle juste des trucs. La dernière fois, ils m'ont dit, j'ai eu un client qui est venu pour faire un petit tatou sur le bras et qui me disait qu'il voulait faire un bras derrière. Je lui ai expliqué tout mon concept en lui disant, fais pas une petite merde si tu veux faire tout le bras. Autant qu'on te fasse un truc ailleurs qui va pas te parasiter le bras ou tu veux le faire en entier. Et et le mec est reparti. Et mes collègues me disent, tu vois, ça marche pas toujours et tout. Je dis, bon, il y avait rien qui devait marcher ou pas. C'est le mec est venu pour se renseigner, on a discuté. Et 3 semaines après, le gars m'a recontacté en me disant, ouais, finalement, je vais pas faire de petit tatou pour commencer, on envoie direct le bras. Parce qu'en fait, tout ce que tu m'as dit, j'ai réfléchi et tout machin, je suis allé me renseigner sur tel truc et tel truc, je suis allé voir. Tel artiste, tu m'avais dit d'aller voir, de checker et tout machin. Et en fait, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est complètement con de... Et bon, mais il est revenu. Et ce qui est drôle, c'est que tu avais mes collègues qui étaient là, finalement, tu te fais tout le bras. Puis il leur a dit, ouais, parce qu'en fait, tout ce qu'il m'a dit, et là, il leur a expliqué, tu vois. C'est pas convaincre, c'est important d'avoir un rôle de conseil, en fait. Je pense que c'est... Et même au-delà de conseil, tu vois, c'est... Parce que jamais je vais leur dire, ça serait peut-être plus judicieux de faire ça. Je vais plus dans le sens où, moi, je verrais ça. Après, on peut faire ça. Mais... c'est de l'accompagnement, en fait. Tu leur dis, par contre, si on le fait comme ça, avec ma technique et mon trait de crayon, ça aura cette gueule-là, et c'est pas ce que tu recherchais. Si tu recherches ça, autant aller voir tel artiste ou tel artiste qui, lui, en fait, aura plus un truc, en gros, qui colle à ce que veut la personne. Je pense qu'aujourd'hui, plus on est naturel, plus on est ce qu'on est, qu'on refuse, qu'on dit qu'on a des limites, qu'on dit que là, je vais essayer parce que je connais pas telle technique. Et que tu es honnête avec tes clients, plus ils seront même à revenir parce qu'ils se diront, ce gars-là, il m'a jamais pris pour un con. Et vu que c'est des grosses sommes d'argent, en fait, quand tu investis des grosses sommes d'argent, t'as pas envie d'être pris pour un con. Non, c'est justement le début de la relation de confiance qui s'instaure. Exactement. Merci beaucoup pour, je t'en prie, c'était avec plaisir. Cette discussion et ce temps sur le podcast. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.